C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le Niger, de nouveau frappé par une attaque terroriste. Un poste de soldats a été visé à Chiné-Godar, une localité sur la frontière entre le Niger et le Mali. Le bilan fait état d'au moins 31 morts selon le ministère de la Défense. Le Mali également ciblé ce jeudi. Une base militaire a été attaquée près de Kidal, dans le nord du pays. Des casques bleus, en majorité tchadiens, ont été blessés. On fera le point avec notre correspondant à Bamako, Erwan Chieks. Et puis la main tendue de Kampala à Kigali. L'Ouganda a libéré 9 prisonniers rwandais ce jeudi. Ces derniers mois, les tensions sont vives entre les deux pays. On reviendra justement sur les relations entre le Rwanda et l'Ouganda, deux pays frontaliers, dans un instant. Le Niger, de nouveau durement frappé par le terrorisme. Un poste de soldats à Chiné-Godar, une localité sur la frontière entre le Niger et le Mali, aurait fait au moins 31 morts parmi les soldats, 63 parmi les terroristes, selon le ministère de la Défense. Cette attaque intervient à 4 jours du sommet du G5 Sahel à Pau, en France. Le premier sommet avait été reporté en raison d'une attaque meurtrière au Niger. 71 soldats y avaient été tués. Nous sommes en ligne avec Moussa Kaka, le correspondant d'RFI à Niamey. Moussa, que sait-on pour l'instant de cette attaque ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une attaque meurtrière avec un bilan lourd des deux côtés. Après donc des ratissages, le bilan a évolué. Alors, ce sont 2 colonnes d'hommes armés qui ont pris en tenaille la position militaire de Chinagoder, le dernier poste avancé de l'armée nigérienne à 10 km de la frontière malienne. Comme à Inates, il y a un mois, ils ont coupé le réseau GSM, mais cette fois-ci, l'armée nationale a pris le dessus, malgré ses morts. Rapidement, donc, l'appui aérien est arrivé avec Barkhane, sollicité par l'armée, par l'état-major. Les Mirage 2000 étaient à la verticale donc, du camp attaqué à 15 minutes seulement après le décollage de Niamey. L'armée a fait également appel aux forces américaines stationnées à Niamey. Les drones américains Reaper ont fait la différence. Ils ont effectué 2 frappes importantes. La première, c'est une colonne de véhicules de djihadistes qui tentaient de fuir vers la frontière malienne. Et la seconde, c'est un groupe de motos de djihadistes. Les ratissages se sont poursuivis jusqu'à la tombée de la nuit. Actuellement, le camp de Chinagoder est sous le contrôle de l'armée nationale. Merci beaucoup Moussa Kaka, correspondant d'RFI. Merci pour votre éclairage. Et le Mali, justement, également ciblé ce jeudi à Tessalit, dans la région de Kidal, dans le nord du pays. 20 personnes, dont 18 casques bleus tchadiens, ont été blessées dans une attaque à la roquette contre une base militaire, une base abritant des forces onusiennes françaises et maliennes. La correspondance à Bamako d'Erwan Chieks. Il était aux environs de 6 heures lorsque des tirs de mortiers et de roquettes ont visé le camp des casques bleus de l'ONU situé à Tessalit, dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali. Un camp dans lequel sont également présents des éléments de la force Barkhane ou encore des soldats de l'armée malienne. Bilan encore provisoire de l'attaque, 17 blessés dont 6 graves. Tous sont des soldats tchadiens de l'ONU. Ils ont été pris en charge sur place ou alors transférés à Ménaka. Dans cette région toujours contrôlée par les ex-rebelles de l'Azawad, la force onusienne mène régulièrement des patrouilles dans le cadre de son mandat de maintien de la paix. Voilà 1 an que la MINUSMA n'avait pas été confrontée à une attaque d'une telle ampleur. À l'époque, c'était déjà dans une localité du nord de Tessalit et c'était déjà les soldats tchadiens qui en avaient été les victimes puisque 10 d'entre eux avaient été tués. Un coup dur donc pour la MINUSMA dans sa mission de maintien de la paix au Mali, d'autant que le contexte est particulièrement difficile. La MINUSMA qui doit faire face à un rejet d'une partie de la population malienne. Il y a quelques jours, dans le centre du pays, des manifestations avaient eu lieu, avaient éclaté pour demander le départ des forces onusiennes. Une partie de la population juge en effet que la MINUSMA n'est pas assez efficace dans la mission qu'elle mène. Ces manifestations ont été condamnées par l'État malien. On en vient à l'inquiétude, cette fois autour d'une escalade en Libye. Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, était à Alger ce jeudi pour évoquer la crise libyenne avec ses homologues algériens. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était quant à lui à Tunis. Pour lui, le risque d'escalade en Libye menace la stabilité de toute la région. Écoutez-le. Stabiliser la Libye dans le respect du droit international est une priorité que nous partageons avec la Tunisie. Je suis revenu avec le président Sayed sur les réunions auxquelles
J'ai pris part au cours des derniers jours au Caire et à Bruxelles. Avec mes collègues européens et égyptiens, nous avons souligné le risque d'escalade en cours en Libye, qui menace de déstabiliser l'ensemble de la région du Maghreb au Sahel. Les accords conclus entre le GEN et la Turquie, qui s'écartent délibérément du droit international, aggravent en plus la situation. Et puis sachez justement que les forces du maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l'armée nationale libyenne, ont affirmé poursuivre leur avancée sur le front vers Tripoli, la capitale, contrôlée par le gouvernement de Fayez Sarraj, reconnu par la communauté internationale, rejetant ainsi un appel au cessez-le-feu lancé hier par Moscou et Ankara. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la grève des travailleurs du secteur public a été levée au Tchad. Un accord a été trouvé entre syndicats de la fonction publique et le gouvernement. Le président Idriss Déby a reçu hier les partenaires sociaux. Les travailleurs demandaient le rétablissement de leurs primes et indemnités coupées depuis 3 ans. L'appel de l'opposition guinéenne pour une mobilisation massive et illimitée dès lundi. Le Front national de défense de la Constitution, partis politiques, syndicats et membres de la société civile protestent contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé et une modification de la Constitution. Ils appellent à de grandes manifestations pacifiques et républicaines sur le territoire. Au Togo, 10 candidats se présenteront à l'élection présidentielle prévue le 22 février prochain. À la date de clôture de dépôt de candidature, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que 10 dossiers ont été déposés. La liste définitive sera dévoilée par la Cour constitutionnelle au plus tard le 28 janvier. Va-t-on vers un apaisement entre Kigali et Kampala ? Les relations entre le Rwanda et l'Ouganda sont tendues depuis des mois, mais les autorités ougandaises viennent de libérer 9 prisonniers rwandais. Un geste de bonne volonté, alors que la frontière est toujours fermée du côté rwandais. Nicolas Germain. Les 9 prisonniers rwandais, accompagnés de responsables ougandais, sont rentrés dans leur pays. Ils étaient accusés de divers délits, notamment la possession d'armes à feu. Kampala les a libérés pour apaiser les tensions avec Kigali. L'Ouganda s'attend maintenant à ce que le Rwanda agisse de la même façon. Nous les avons amenés ici. Comme vous pouvez le constater, ils sont en bonne santé et nous espérons qu'ils recevront les documents nécessaires. En août, les présidents Kagame et Museveni avaient signé un accord pour améliorer leurs relations. Pour Kigali, cette libération est un signe positif. Nous allons faire tout ce que nous pouvons de notre côté, y compris dire aux Rwandais qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent aller en Ouganda en toute sécurité, qu'ils peuvent aller faire des affaires, que ça se passera bien. Nous le ferons tant que ce qui s'est passé aujourd'hui se poursuivra. En février, Paul Kagame a brusquement fermé sa frontière avec l'Ouganda. Il accuse Kampala de vouloir le renverser. En mai, c'est l'Ouganda qui accuse des soldats rwandais d'avoir tué 2 hommes sur son territoire. La frontière est toujours fermée côté rwandais. C'est surtout le petit commerce transfrontalier qui est touché. Kagame et Museveni étaient de proches alliés dans les années 80 et 90. Chacun avait aidé la rébellion de l'autre à prendre le pouvoir dans son pays respectif. Mais plus tard, les 2 nations se sont affrontées, notamment en République démocratique du Congo, comme ici à Kisangani, où les 2 pays se sont disputés les richesses minières congolaises. La mort de 41 personnes en raison des pluies torrentielles en Angola. Un lourd bilan enregistré en moins de 24 heures. Les très fortes précipitations se sont abattues entre dimanche soir et lundi en fin d'après-midi sur 12 des 18 provinces du pays. Près de 12 000 personnes se retrouvent sinistrées après ces intempéries. On ne le dit pas assez, les morsures de serpents continuent à faire de nombreuses victimes dans le monde. Toutes les 5 minutes, une personne en meurt. Au Kenya, plusieurs centaines de personnes sont tuées chaque année. À Nairobi, un centre de recherche veut développer le premier antivenin créé en Afrique de l'Est. Nicolas Germain. Afin de sauver la vie de ce petit garçon mordu par un serpent, son doigt a dû être amputé. Chaque année, quelques 700 Kenyans meurent de morsures de serpents. Et dans le monde, le bilan annuel est de 130 000 morts. Le doigt était enflé. Il est devenu tout noir. Il s'est mis à pourrir. Ça sentait mauvais et le médecin a suggéré d'amputer le doigt avant que toute la main ne soit affectée.
Dans les zones rurales, des médecins se rendent en moto dans les villages pour alerter sur les dangers des morsures. Mais parfois, l'information arrive trop tard. Ma fille de 3 ans s'est mise à crier et à vomir à 3 heures du matin, mais je ne savais pas qu'un serpent l'avait mordue. Le lendemain matin, je pars chercher de l'eau à la rivière et quand je rentre à la maison, ma fille aînée me dit que sa sœur est morte. À Nairobi, ce centre de recherche travaille pour réduire le taux de mortalité dû aux morsures. Là, nous allons extraire du venin d'une vipère heurtante. Les chercheurs extraient le venin et l'injectent à petite dose dans des animaux tels que des moutons. Ils produisent des anticorps qui sont prélevés et purifiés pour créer un antivenin. L'objectif est de lancer un vaccin efficace d'ici 5 ans. Pour l'heure, 2 antivenins sont utilisés au Kenya, mais ils sont tous les deux importés d'Inde et du Mexique. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi.